Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons discuter du livre Outlive, The Science and Art of Longevity, écrit par Peter Attia, MD, avec Bill Gifford. Cet ouvrage a été publié en 2023 aux États-Unis par Harmony Books, un label de Random House qui fait partie de Penguin Random House LLC à New York. Il s'agit d'un résumé indépendant, et en aucun cas il ne remplace la lecture de l'œuvre originale qui seule peut rendre compte de la richesse et de la complexité de la pensée de l'auteur. La vérité qui défonce, c'est que la médecine moderne est incroyablement douée pour t'empêcher de mourir tout de suite, mais elle est nulle à chier pour t'empêcher de mourir à petit feu. On a passé le dernier siècle à devenir des champions pour traiter les morts rapides, les infections, les accidents, les trucs qui te fauchent en 48 heures. Résultat, on ne meurt plus comme avant. On se décompose lentement sur des décennies, victimes de maladies chroniques. C'est ça, le grand paradoxe. On a gagné des années de vie, mais on a surtout gagné des années de déclin. L'auteur, Peter Attia, l'a compris de la manière la plus brutale qui soit. Le mec est un chirurgien d'élite, un athlète d'endurance qui nage des kilomètres entre des îles californiennes juste pour le fun. Le genre de type que tu regardes en te disant qu'il a tout pigé. Sauf un jour, alors qu'il est au sommet de sa forme physique apparente, il fait une prise de sang et découvre l'horreur. De l'intérieur, il est un candidat parfait pour le diabète, les maladies cardiaques, bref, tout le merdier qu'il passe ses journées à opérer. Il était, comme il le dit, l'obèse maigre. En surface, tout allait bien. Sous le capot, le moteur était en train de lâcher. Cette prise de conscience, c'est le point de départ de tout le livre. C'est la claque qui lui fait réaliser que le système médical actuel, qu'il appelle médecine 2.0, est complètement à côté de la plaque. Ce système est réactif. Il attend que tu sois malade pour te soigner. Il attend que ta tension artérielle crève le plafond, que ton sucre sanguin soit incontrôlable ou qu'une tumeur soit assez grosse pour être vue sur un scanner. C'est un modèle de gestion de crise, pas de prévention. C'est comme attendre que ta maison soit en feu pour appeler les pompiers, au lieu d'installer un détecteur de fumée ou de ne pas laisser des bougies allumées près des rideaux. Attia se rend compte qu'il a passé des années à devenir un expert de cette médecine réactive, à retirer des cancers, à faire des pontages, mais qu'il ne faisait que repousser l'inévitable. Il ne guérissait personne, au fond. Il mettait des rustines sur une chambre à air qui allait de toute façon exploser un peu plus loin. La vraie question, la seule qui vaille, ce n'est pas comment traiter cette maladie, mais comment empêcher cette maladie d'apparaître. C'est ça, le passage à la médecine 3.0. Le principe existentiel qui en découle est simple. Tu dois devenir l'expert de ta propre santé, parce que personne d'autre ne le fera pour toi. Ton médecin généraliste est débordé, il a 15 minutes à t'accorder, et il suit des protocoles standardisés qui sont conçus pour la moyenne, pas pour toi. Il est formé pour identifier et traiter la maladie déclarée, pas pour optimiser ta santé sur le long terme. Attendre que ce système te sauve, c'est comme confier la construction de ta maison à un démolisseur. Le but n'est pas le même. La médecine 3.0, c'est une approche personnalisée, préventive et obsessionnellement tournée vers la qualité de vie, ce qu'Attia nomme le health span, la durée de vie en bonne santé, par opposition au lifespan, la durée de vie tout court. Parce que, soyons honnêtes, à quoi bon vivre jusqu'à 100 ans si les 20 dernières années sont passées dans un fauteuil roulant avec le cerveau en bouillie, incapable de jouer avec tes petits-enfants ou même de te torcher le cul tout seul? L'objectif n'est pas seulement d'ajouter des années à la vie, mais d'ajouter de la vie aux années. L'auteur nous met face à un choix fondamental. Avant, l'humanité luttait contre les morts rapides. Aujourd'hui, notre ennemi a changé. Il est plus lent, plus insidieux. Ce sont ce qu'il appelle les 4 cavaliers de l'apocalypse sanitaire. Les maladies cardiovasculaires, le cancer, les maladies neurodégénératives, comme Alzheimer, et les maladies métaboliques, comme le diabète de type 2. Ces 4 saloperies sont responsables de l'écrasante majorité des morts dans les pays développés. Et le pire, c'est qu'elles ne sortent pas de nulle part. Elles sont le résultat d'un long processus qui commence des décennies avant le premier symptôme. Quand le diagnostic tombe, la guerre est souvent déjà à moitié perdue.
La stratégie d'Atia, c'est de déclarer la guerre à ces maladies bien avant qu'elles ne montrent le bout de leur nez. C'est de traquer leurs précurseurs, d'analyser les moindres signaux faibles, de ne rien laisser au hasard. Ça demande une implication totale. Ça demande de voir ton corps non pas comme une machine qui finira bien par tomber en panne, mais comme un système complexe que tu peux activement piloter. L'introduction du livre est donc une charge frontale contre le statu quo médical et une invitation à changer radicalement de paradigme. Atia ne mâche pas ses mots. La médecine traditionnelle est en train de perdre la partie contre les maladies chroniques. Elle est excellente pour les batailles, mais elle n'a aucune stratégie pour gagner la guerre. La guerre, c'est celle de la longévité, mais une longévité qui a du sens. Il ne s'agit pas d'un simple guide de bien-être avec des conseils bateaux. C'est un manuel de stratégie pour l'une des entreprises les plus complexes qui soit. Mourir le plus tard et le plus en forme possible. Il établit une distinction cruciale entre la tactique et la stratégie. Les tactiques, c'est quoi? Manger, quels exercices faire, quels médicaments prendre. C'est important, mais ça ne sert à rien sans une stratégie globale. La stratégie, c'est de comprendre ton propre profil de risque, de définir tes objectifs pour tes vieux jours, ce qu'il appelle le décathlon du centenaire, et de mettre en place un plan d'action sur des décennies. Choisis tes emmerdes. Point. Soit tu acceptes l'emmerde de la discipline, de la planification et de l'effort constant pour construire ta santé, soit tu subis l'emmerde bien plus grande d'une vieillesse marquée par la maladie, la douleur et la dépendance. Il n'y a pas de troisième voie. La passivité, c'est déjà un choix, celui de laisser les 4 cavaliers gagner par forfait. La première partie du livre pose donc les bases. On a changé de jeu. On ne se bat plus contre la mort rapide, mais contre la décrépitude lente. Maintenant, la question c'est, concrètement, on fait quoi? Atia propose un cadre de pensée militaire, une sorte de manuel stratégique pour ta propre vie. Objectif, stratégie, tactique. C'est simple, brutalement logique, et ça t'oblige à faire le seul truc que ton cerveau déteste, penser sur le long terme. L'objectif, ce n'est pas une idée vague comme être en bonne santé. C'est une question bien plus vicieuse. Quel genre de vieux ou de vieille tu veux être? À 80, 90, 100 ans, tu veux être capable de faire quoi, physiquement? C'est ça, le décathlon du centenaire. Une liste de 10 activités physiques qui sont importantes pour toi. Pas des trucs de super-héros, des trucs concrets. Genre, pouvoir soulever ton petit-fils de 15 kilos, porter 2 sacs de course sur 3 étages, te relever du sol sans aide après avoir joué par terre, monter dans le compartiment à bagages d'un avion pour y ranger ta valise. C'est hyper personnel. Pour un type, ça sera de pouvoir encore faire une randonnée de 5 km. Pour une autre, ça sera de jardiner pendant 1 heure sans avoir le dos bousillé. L'idée derrière ce décathlon du centenaire, c'est de te forcer à visualiser ton futur et à le rendre tangible. Parce que vivre longtemps, c'est une abstraction. Être capable de soulever ma valise à 90 ans, ça, c'est un objectif mesurable. Et ça change tout. Ça transforme la corvée de l'exercice en un entraînement ciblé. Une fois que tu as défini ces 10 épreuves, tu peux faire de l'ingénierie inversée. Pour être capable de faire X à 90 ans, sachant que tu perds en moyenne un certain pourcentage de force et de masse musculaire par décennie après 40 ans. Quel niveau de forme physique dois-tu atteindre et maintenir à 50 ans? Ça te donne une trajectoire claire. Tu ne t'entraînes plus juste pour brûler des calories ou pour avoir l'air bien sur la plage cet été. Tu t'entraînes pour ta liberté de mouvement dans 40 ans. J'ai vu un jour un type au gym, la soixantaine, qui s'acharnait sur des exercices de soulevé de terre. Je lui ai demandé ce qu'il préparait. Il m'a répondu « Je m'entraîne pour pouvoir porter le cercueil de mes amis, pas pour qu'on porte le mien. » C'est exactement ça, l'esprit. Un but concret, presque macabre, mais qui te sort du lit le matin. Une fois que l'objectif est clair, on passe à la stratégie. La stratégie, c'est la partie la moins sexy, mais la plus importante. La stratégie, c'est de comprendre contre quoi tu te bats. Et on l'a dit, tu te bats contre les 4 cavaliers. Maladie cardiovasculaire, cancer, maladie neurodégénérative et maladie métabolique. La stratégie, c'est donc de tout faire pour empêcher ces 4 saloperies. Restriction calorique, RC. Manger moins
Tout simplement. Par exemple, réduire ton apport de 15-25%. C'est efficace, mais c'est dur à tenir sur le long terme pour la plupart des gens. 2. Restriction diététique, RD. Restreindre certains macronutriments, typiquement les glucides. C'est la base des régimes low carb ou cétogènes. Pour les personnes qui ont déjà une résistance à l'insuline prononcée, c'est souvent la tactique la plus efficace pour la réduire rapidement. 3. Restriction temporelle, RT. Restreindre la fenêtre pendant laquelle tu manges, comme dans le jeûne intermittent. Par exemple, ne manger que sur une période de 8 heures par jour. Ça peut aider à réduire l'apport calorique global et donne à ton corps une pause plus longue sans insuline. Sérieusement, tu crois encore que c'est une question de volonté? Que les gens sont gros parce qu'ils sont paresseux? La réalité, c'est qu'on se bat contre un environnement alimentaire toxique et contre notre propre biologie programmée pour la survie. Blâmer les individus, c'est ignorer le contexte. La question n'est pas de manger sainement de manière vague. La question est, quelle combinaison de tactiques, RC, RD, RT, est la plus adaptée à ma situation métabolique actuelle, à mes objectifs et à ce que je peux soutenir sur le long terme? Il n'y a pas de réponse facile. Ça demande de l'expérimentation, des mesures, prise de sang, moniteur de glucose en continu et de l'honnêteté envers soi-même. Choisis tes emmerdes. L'emmerde de peser ta nourriture et de compter tes macros, ou l'emmerde de te piquer à l'insuline dans 20 ans. L'emmerde de sauter le petit déjeuner, ou l'emmerde d'oublier le nom de tes enfants à cause d'un Alzheimer accéléré par un métabolisme bousillé. La bouffe n'est pas juste du plaisir ou du réconfort. C'est une information que tu envoies à tes gènes à chaque bouchée. Assure-toi d'envoyer le bon message. Après la nutrition, Attia s'attaque au deuxième pilier tactique, celui qu'il considère comme le plus puissant de tous pour la longévité. L'exercice. La vérité qui défonce, c'est que si tu pouvais mettre les bénéfices de l'exercice dans une pilule, ce serait le médicament le plus vendu et le plus efficace de l'histoire. Il n'y a rien, absolument rien, qui se rapproche de l'impact de l'activité physique sur la santé et la durée de vie. Les études sont unanimes et les chiffres sont brutaux. Les personnes qui sont dans le quartile supérieur de forme cardiovasculaire, VO2 max, ont un risque de mortalité toutes causes confondues 5 fois plus faible que celle du quartile inférieur. 5 fois. Aucun médicament sur le marché ne peut prétendre à un tel effet. L'exercice n'est pas une option. Ce n'est pas un plus. C'est le socle sur lequel tout le reste repose. Ne pas en faire, c'est comme construire une maison sans fondation. Tôt ou tard, tout va s'effondrer. Attia raconte une anecdote personnelle qui illustre bien ce point. Pendant des années, il était un athlète d'endurance de haut niveau. Nage, vélo, course, il pensait être au sommet de la pyramide de la santé. Il avait une VO2 max stratosphérique. Pourtant, il s'est rendu compte qu'il était incapable de faire un soulevé de terre correct ou de maintenir une bonne posture. Il était fort pour aller tout droit pendant des heures, mais il était fragile et instable dans les mouvements de la vie de tous les jours. Il avait négligé une dimension cruciale de la condition physique, la force. C'est là qu'il a compris que l'exercice pour la longévité n'est pas la même chose que l'exercice pour la performance dans un sport spécifique. Le but n'est pas d'être le meilleur cycliste ou le meilleur coureur. Le but est de construire un corps qui résiste au temps. Et pour ça, il faut travailler sur plusieurs dimensions à la fois. Le principe existentiel qui en découle est que le déclin physique n'est pas une fatalité. C'est un choix. On accepte comme une évidence qu'en vieillissant, on devient plus faible, plus lent, plus fragile. On appelle ça la vieillesse. Mais Attia crache sur cette idée. Ce qu'on appelle la vieillesse, c'est en grande partie le résultat de décennies d'inactivité. C'est la conséquence de la sarcopénie, la perte de masse musculaire, et de la dynapénie, la perte de force. Deux processus qui peuvent être massivement ralentis, voire inversés, par l'exercice, et en particulier par l'entraînement en force. La plus grande tragédie de la vieillesse, c'est la perte d'indépendance physique. C'est le moment où tu ne peux plus te relever si tu tombes. Le moment où tu ne peux plus porter tes propres courses. Ce moment, il n'arrive pas d'un coup. Il est la conclusion logique d'une longue et lente glissade que tu as laissé se produire. L'entraînement, c'est ta police d'assurance contre cette déchéance.
Atia structure sa philosophie de l'exercice autour de 4 piliers qui doivent tous être travaillés de manière équilibrée. 1. La force. C'est la base de tout. Sans force, tu ne peux rien faire. La force est directement corrélée à la survie après une hospitalisation, à la prévention des chutes et au maintien de la masse musculaire, qui est un organe métabolique crucial. L'entraînement en force, musculation avec des poids du corps, n'est pas négociable. C'est la priorité numéro 1. 2. La stabilité. C'est la capacité de ton corps à contrôler les mouvements et à maintenir l'équilibre. C'est la fondation sur laquelle tu construis la force. Ça inclut le gainage du tronc, la proprioception, la santé des articulations. La stabilité, c'est ce qui t'empêche de te blesser quand tu fais un mouvement brusque ou inattendu. C'est la compétence silencieuse qui te sauve la mise en permanence. 3. La performance cardiovasculaire, aérobie. C'est ta capacité à soutenir un effort d'intensité faible à modéré pendant une longue période. C'est ton moteur. On la mesure souvent par la VO2 max. Une bonne base aérobie est fondamentale pour la santé cardiaque, la santé métabolique et la fonction cérébrale. C'est le fameux entraînement en zone 2, à une intensité où tu peux encore tenir une conversation. 4. La performance de pointe, anaérobie. C'est ta capacité à fournir des efforts très intenses sur de courtes périodes. Piquer un sprint pour attraper un bus, monter 4x4 un escalier. C'est ta réserve de puissance. Travailler cette dimension par des entraînements de type HIIT ou des sprints est crucial pour améliorer ta VO2 max et ta flexibilité métabolique. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Tu penses vraiment que tes 30 minutes de marche rapide 3 fois par semaine suffisent? C'est mieux que rien, mais c'est comme essayer d'éteindre un incendie de forêt avec un pistolet à eau. Atia propose une feuille de route beaucoup plus ambitieuse, qui doit devenir une partie non négociable de ton emploi du temps, comme te brosser les dents. Chaque semaine, tu devrais viser 3 à 4 heures d'entraînement en zone 2. Des sessions de 45-60 minutes de vélo, de rameur, de course lente où tu es juste un peu essoufflé. 2 à 3 séances de musculation. Des sessions d'1 heure centrées sur les mouvements de base qui recrutent tout le corps. Soulevé de terre, squat, développé, tirage. 1 à 2 séances de travail de la VO2 max. Des intervalles de haute intensité, comme 4 minutes à fond, suivis de 4 minutes de récupération, répétés 4 à 6 fois. Du travail de stabilité quotidien. Des exercices de mobilité, de gainage, d'équilibre intégrés dans ta routine. Ça te paraît énorme? C'est parce que ça l'est. Ça représente un investissement en temps de 7 à 10 heures par semaine. Mais pose-toi la question. Combien d'heures par semaine tu passes à scroller sur ton téléphone ou à regarder des séries? Choisis tes emmerdes. L'emmerde de caler tes séances de sport dans un agenda surchargé ou l'emmerde de passer la dernière décennie de ta vie à dépendre des autres pour les gestes les plus simples. L'exercice n'est pas une punition pour ce que tu as mangé. C'est une célébration de ce que ton corps est capable de faire. Et plus tu investis dans cette capacité, plus longtemps elle te le rendra. Après avoir posé les 2 piliers massifs que sont la nutrition et l'exercice, Atia se tourne vers un tueur souvent sous-estimé. Le premier, R des 4 cavaliers. Les maladies cardiovasculaires. La vérité qui claque, c'est que les maladies du cœur et des vaisseaux sanguins sont toujours la première cause de mortalité dans le monde. C'est le boss final. Et la plupart des gens n'ont aucune idée de leur véritable niveau de risque, parce que l'approche médicale standard est dramatiquement insuffisante. Le check-up de base que fait ton médecin, prise de tension, dosage du cholestérol total et du LDL-C, le mauvais cholestérol, c'est comme essayer de deviner la météo en regardant par le trou de la serrure. Ça donne une information, mais elle est tellement incomplète qu'elle en devient trompeuse. Des millions de personnes avec un taux de LDL-C normal font des crises cardiaques, et des millions d'autres avec un LDL-C élevé n'en feront jamais. Jamais. Il y a un truc qui cloche. Je connais un gars, la cinquantaine sportif, mince, qui mange sainement. Il fait son bilan annuel, son médecin regarde ses résultats et lui dit « Tout est parfait, votre cholestérol est dans la norme, continuez comme ça ». 6 mois plus tard, boum, crise cardiaque massive. Il a survécu, mais avec un cœur amoché pour la vie. Comment c'est possible?
Parce que son médecin regardait le mauvais indicateur. Il regardait la concentration de cholestérol dans le sang, LDL-C, alors que le vrai coupable, le vrai facteur causal de l'athérosclérose, le processus qui bouche les artères, c'est le nombre de particules qui transportent ce cholestérol. Attia insiste lourdement sur ce point. Le marqueur clé, celui que tout le monde devrait connaître et suivre, c'est le nombre de particules d'apolipoprotéine B, ou ApoB. Chaque particule de lipoprotéine athérogène, celles qui peuvent s'infiltrer dans la paroi des artères et démarrer une plaque, contient une seule et unique molécule d'ApoB. Donc mesurer l'ApoB, c'est comme compter le nombre exact de véhicules potentiellement dangereux sur l'autoroute de tes artères. Le LDL-C, c'est juste une estimation du nombre de passagers dans ces véhicules, ce qui est beaucoup moins pertinent. Le principe existentiel ici est que l'athérosclérose n'est pas une maladie de la vieillesse, c'est une maladie pédiatrique. Elle commence dans l'enfance. C'est un processus incroyablement lent qui peut prendre 40, 50, 60 ans avant de provoquer un événement clinique, crise cardiaque, AVC. Quand les symptômes apparaissent, douleur dans la poitrine, essoufflement, c'est que la maladie est déjà à un stade très avancé. L'artère est probablement déjà bouchée à plus de 70%. Attendre les symptômes pour agir, c'est comme attendre de voir la fumée pour se rendre compte que la maison a brûlé. La stratégie de la médecine 3.0 est radicalement différente. Il faut intervenir le plus tôt possible, idéalement dès 30 ou 40 ans pour maintenir le nombre de particules d'ApoB aussi bas que possible, le plus longtemps possible. C'est un jeu de doses cumulées. Plus tes artères sont exposées longtemps à un nombre élevé de particules d'ApoB, plus le risque de développer des plaques significatives augmente. L'objectif est donc de réduire cette exposition sur toute la durée de la vie. Attia propose une approche agressive et précoce. Il ne se contente pas des seuils normaux définis par les recommandations officielles qu'il juge beaucoup trop laxistes. Pour lui, un niveau optimal d'ApoB se situe bien en dessous de ce que la plupart des médecins considèrent comme acceptable. Il vise des niveaux que l'on trouve chez les nouveau-nés ou chez les populations qui n'ont quasiment pas de maladie cardiaque. Comment y parvenir? 1. Diagnostic précoce et agressif. Oublie le bilan lipidique standard. Demande à ton médecin de mesurer ton ApoB, ou à défaut, ton LDL-P, le nombre de particules LDL. Fais aussi un scanner coronaire calcique, ACSCORE, un examen qui permet de visualiser et de quantifier le niveau de calcification, et donc de plaques d'athérome déjà installées dans tes artères coronaires. C'est une photo directe de l'état de tes artères. 2. Intervention à plusieurs niveaux. La réduction de l'ApoB repose sur les mêmes piliers que le reste. Nutrition, réduire les graisses saturées et le sucre. Exercice, qui a un effet modeste mais réel. Mais souvent, ça ne suffit pas, et c'est là qu'Attia n'hésite pas à utiliser l'arsenal pharmacologique. 3. Le rôle des médicaments. Pour beaucoup de gens, surtout ceux qui ont une prédisposition génétique, atteindre un niveau d'ApoB optimal est quasi impossible sans médicaments. Et les médicaments les plus efficaces pour ça, ce sont les statines. Attia démystifie la peur souvent irrationnelle des statines, en expliquant que, pour la bonne personne et au bon moment, leurs bénéfices en termes de réduction du risque cardiovasculaire l'emportent massivement sur leurs effets secondaires potentiels, qui sont souvent surestimés. Il parle aussi d'autres médicaments comme l'ézetimibe ou les inhibiteurs de PCSK9, des outils encore plus puissants pour les cas les plus à risque. Sérieusement, tu vas laisser une peur vague des produits chimiques, t'empêcher d'utiliser un des outils les plus puissants qu'on ait pour prévenir la première cause de mortalité. C'est absurde. La question n'est pas statine pour ou contre. La question est, quel est mon risque individuel, basé sur des marqueurs précis comme l'ApoB et le CAC-score, et quel est le meilleur outil, nutrition, exercice, médicaments ou une combinaison, pour réduire ce risque de manière drastique. La prévention des maladies cardiovasculaires, c'est un jeu de longue haleine. C'est une stratégie qui se déploie sur des décennies. Choisis tes emmerdes. L'emmerde de prendre un comprimé tous les jours et de faire des prises de sang de contrôle une fois par an. Ou l'emmerde de te retrouver sur une table d'opération pour un triple pontage, en espérant que le chirurgien soit bon ce jour-là. La décision d'ignorer ton risque cardiovasculaire est une décision active.
C'est le pari le plus stupide que tu puisses faire. Après le cœur, Atia s'attaque au deuxième cavalier, le plus redouté peut-être, le cancer. La vérité qui fait mal, c'est que le cancer n'est pas une malchance, un coup du sort qui te tombe dessus sans raison. C'est une maladie du métabolisme et du vieillissement, profondément liée au terrain biologique dans lequel elle émerge. La vision traditionnelle du cancer, c'est celle d'une maladie purement génétique. Une série de mutations aléatoires qui transforment une cellule saine en une machine à proliférer de manière incontrôlée. La stratégie qui en découle, celle de la médecine 2.0, c'est le dépistage et le traitement. On attend que la tumeur soit assez grosse pour être détectée par une mammographie, une coloscopie, et ensuite on sort l'artillerie lourde. Chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie. C'est une approche de guerre totale, mais une guerre qu'on déclare bien trop tard. Atia a vécu cette approche de l'intérieur, en tant que chirurgien oncologue. Il a passé des années à opérer des cancers, à retirer des tumeurs. Et il est arrivé à une conclusion terrible. Il arrivait toujours trop tard. Même quand l'opération était un succès, que la tumeur était retirée, le mal était souvent déjà fait. Le terrain qui avait permis au cancer de naître et de grandir était toujours là. Il ne faisait que couper la mauvaise herbe, sans jamais traiter le sol fertile qui l'avait nourri. C'est cette frustration qui l'a poussé à se demander: et si on pouvait rendre le sol si inhospitalier que la mauvaise herbe ne pourrait même pas germer? C'est le cœur de la stratégie de prévention du cancer de la médecine 3.0. Le principe existentiel ici, c'est que le cancer est une négociation qui a mal tourné. Dans ton corps, à chaque instant, des milliards de cellules se divisent. Des erreurs, des mutations se produisent constamment. C'est normal. Mais tu as un système de surveillance, ton système immunitaire, dont le rôle est de repérer ces cellules anormales et de les détruire avant qu'elles ne deviennent un problème. Le cancer apparaît quand ce système de surveillance est dépassé, ou quand la cellule cancéreuse développe des stratégies pour lui échapper. C'est un processus qui prend des années, voire des décennies. La prévention du cancer, ce n'est donc pas seulement éviter les carcinogènes comme le tabac, même si c'est évidemment crucial. C'est surtout renforcer tes défenses naturelles et priver les cellules cancéreuses potentielles de ce qu'elles aiment le plus, l'énergie facile et les signaux de croissance. Qu'est-ce qui nourrit le cancer? Les mêmes choses qui nourrissent les autres cavaliers. Le cancer est un monstre métabolique. La plupart des cellules cancéreuses sont des junkies du glucose. Elles en consomment des quantités phénoménales et elles adorent l'insuline et les facteurs de croissance qui lui sont associés, car ce sont des signaux qui leur disent « croissez et multipliez-vous ». Donc un environnement de résistance à l'insuline, d'hyperinsulinémie chronique, de surabondance énergétique, c'est comme un buffet à volonté pour une cellule précancéreuse. En d'autres termes, les mêmes stratégies nutritionnelles qui permettent de lutter contre le diabète de type 2 sont aussi des stratégies anti-cancer. Limiter le sucre et les glucides raffinés, pratiquer une forme de restriction énergétique, calorique ou temporelle, c'est affamer les cellules cancéreuses potentielles et réduire les signaux de croissance qui les encouragent. C'est rendre le terrain hostile. Mais l'approche d'Atia ne s'arrête pas là. Il combine cette stratégie métabolique avec une stratégie de dépistage beaucoup plus agressive et précoce que les standards actuels. 1. Prévention métabolique. C'est la base. Tout ce qui a été dit sur la nutrition et l'exercice s'applique ici, puissance 1000. Maintenir une sensibilité à l'insuline, éviter l'obésité, surtout viscérale, avoir une bonne masse musculaire. Tout cela contribue à créer un environnement anti-cancer. L'exercice, en particulier, est un outil surpuissant. Il améliore la fonction immunitaire et peut même aider le corps à combattre directement les tumeurs. 2. Dépistage précoce intelligent. Atia est un grand partisan des techniques de dépistage, mais il critique le calendrier taille unique des recommandations officielles. Pourquoi attendre 50 ans pour une coloscopie si tu as des facteurs de risque familiaux ou un mode de vie qui augmente ton risque? Il prône une évaluation personnalisée du risque pour adapter la fréquence et le type de dépistage. 3. Les nouvelles technologies de dépistage. Le futur de la lutte contre le cancer, c'est de le trouver bien avant qu'il ne forme une tumeur visible.
C'est la promesse des biopsies liquides, des tests sanguins qui peuvent détecter des fragments d'ADN tumoral circulant dans le sang, parfois des années avant qu'un cancer ne soit détectable par les moyens classiques. Ces technologies sont encore en développement, mais elles représentent un changement de paradigme complet. C'est passer d'une détection anatomique, voire une masse, à une détection moléculaire, voire la signature de la maladie. Sérieusement, tu vas attendre la recommandation officielle qui arrive toujours avec 10 ans de retard sur la science. Tu vas attendre d'avoir des symptômes? Le cancer, c'est une partie d'échec contre ta propre biologie. Si tu attends que ton adversaire mette ton roi en échec pour commencer à jouer, tu as déjà perdu. La prévention, c'est de jouer les premiers coups, de contrôler le centre de l'échiquier, de développer tes pièces maîtresses, ton système immunitaire, ton métabolisme, bien avant que la menace ne se matérialise. Choisis tes emmerdes. L'emmerde de faire une coloscopie 5 ans plus tôt que recommandé et de te sentir un peu con si tout est normal. Ou l'emmerde d'apprendre que tu as un cancer du côlon de stade 3 qui aurait pu être évité si on l'avait trouvé à l'état de simple polype 5 ans plus tôt. La prévention du cancer est une stratégie proactive. Elle demande du courage, celui d'aller voir, et de la discipline, celle d'agir sur ce que l'on peut contrôler. On a parlé du cœur et du cancer. Il reste les deux derniers cavaliers, qui sont souvent liés, les maladies neurodégénératives, avec en tête de file la maladie d'Alzheimer et le dysfonctionnement métabolique, dont on a déjà vu qu'il est le fil rouge qui relie toutes ces pathologies. La vérité qui défonce à propos d'Alzheimer, c'est qu'il n'existe aujourd'hui aucun traitement efficace. Une fois que la maladie est diagnostiquée, que les symptômes de déclin cognitif sont évidents, la trajectoire est inéluctable et dévastatrice. C'est peut-être la plus cruelle des maladies, car elle ne te vole pas seulement tes années, elle te vole ton identité. La médecine 2.0 est totalement impuissante face à Alzheimer. Les quelques médicaments disponibles ont des effets au mieux modestes et ne changent rien au cours de la maladie. L'approche doit donc, une fois de plus, être radicalement préventive. Mon grand-père est mort d'Alzheimer. Au début, c'était des oublis anodins. C'est clé, un nom. On mettait ça sur le compte de la vieillesse. Puis il a commencé à se perdre dans son propre quartier. Il ne reconnaissait plus ma grand-mère. La fin a été terrible. Un homme brillant, drôle, réduit à une coquille vide. Le pire, c'est que pendant tout ce temps, physiquement, il allait plutôt bien. Son corps était là, mais il n'y avait plus personne à l'intérieur. Cette expérience m'a convaincu d'une chose. Je préférerais mourir d'une crise cardiaque fulgurante que de finir comme ça. Préserver mon cerveau est devenu une priorité absolue, plus encore que préserver mon cœur. Et c'est là que le travail d'Attia devient particulièrement éclairant, car il montre que les mêmes stratégies protègent les deux. Le principe existentiel ici est que ton cerveau est un organe métabolique. On le voit comme le siège de la pensée, de la conscience, une sorte d'entité éthérée. Mais c'est un organe physique, avec des besoins énergétiques colossaux. Il ne représente que 2% de ton poids corporel, mais il consomme 20% de ton énergie. Et la manière dont il utilise cette énergie est absolument cruciale pour sa santé à long terme. La recherche des dernières années a mis en lumière un lien si fort entre le métabolisme du glucose et Alzheimer que certains scientifiques l'ont rebaptisé diabète de type 3. L'idée est la suivante. De la même manière que les cellules de tes muscles ou de ton foie peuvent devenir résistantes à l'insuline, tes neurones le peuvent aussi. Quand le cerveau devient résistant à l'insuline, il a du mal à utiliser le glucose, sa source d'énergie principale. Il se retrouve littéralement en état de famine énergétique, même si tu as plein de sucre dans le sang. Et un neurone qui n'a pas d'énergie, c'est un neurone qui fonctionne mal et qui finit par mourir. Cette crise énergétique cérébrale est l'un des mécanismes clés qui semble précéder de plusieurs décennies l'apparition des fameuses plaques amyloïdes et des enchevêtrements de protéines tau, les marqueurs pathologiques classiques d'Alzheimer. Ces plaques ne seraient peut-être pas la cause de la maladie, mais plutôt une conséquence, une sorte de cicatrice laissée par des années de dysfonctionnement métabolique et d'inflammation. Ça change complètement la perspective. Au lieu de chercher un médicament pour nettoyer les plaques,
une stratégie qui a échoué lamentablement dans des dizaines d'essais cliniques, il faut s'attaquer à la racine du problème, la santé métabolique du cerveau. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a des leviers pour ça. Comment garder un cerveau métaboliquement flexible et en bonne santé? La stratégie d'Atia s'articule autour de plusieurs axes qui te seront désormais familiers. 4. Maintenir la sensibilité à l'insuline. C'est la priorité numéro 1. Tout ce qui a été dit sur la nutrition, limiter les sucres et les glucides raffinés, la restriction énergétique et l'exercice est directement applicable à la prévention d'Alzheimer. L'exercice physique est particulièrement puissant, car il améliore non seulement la sensibilité à l'insuline, mais il stimule aussi la production de facteurs de croissance neuronale comme le BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, une sorte d'engrais pour ton cerveau. 5. Fournir une source d'énergie alternative. Si le cerveau a du mal à utiliser le glucose, on peut lui donner autre chose à manger. C'est là que les corps cétoniques entrent en jeu. Les cétones sont produites par le foie lorsque tu es en état de jeûne ou que tu suis un régime très pauvre en glucides, cétogène. Elles peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique et servir de carburant très efficace pour les neurones. Pour un cerveau qui commence à être résistant à l'insuline, les cétones sont une bouée de sauvetage énergétique. C'est une des raisons pour lesquelles les régimes cétogènes ou le jeûne montrent des résultats prometteurs dans la recherche sur les maladies neurodégénératives. 6. Gérer le risque vasculaire. La santé de ton cerveau est intimement liée à la santé de tes vaisseaux sanguins. Un cerveau bien irrigué est un cerveau bien nourri et bien nettoyé. Donc, toutes les stratégies pour prévenir les maladies cardiovasculaires, contrôle de l'ApoB, de la tension artérielle, de l'inflammation, sont aussi des stratégies pour prévenir le déclin cognitif. 4. Dormir. Le sommeil est la fonction la plus sous-estimée pour la santé du cerveau. C'est pendant le sommeil profond que ton cerveau active son système de nettoyage, le système glymphatique, qui évacue les déchets métaboliques accumulés pendant la journée, y compris les protéines bêta-amyloïdes. Un mauvais sommeil chronique, c'est comme ne jamais sortir les poubelles dans ta tête. Tôt ou tard, ça va déborder. Sérieusement, tu penses que ton cerveau va rester alerte par magie jusqu'à 90 ans alors que tu le nourris de merde, que tu ne bouges pas ton cul et que tu dors 4 heures par nuit? C'est d'une naïveté confondante. Ton cerveau est un jardin. Soit tu l'entretiens, tu l'arroses, tu enlèves les mauvaises herbes. Soit tu le laisses à l'abandon et il se transformera en un terrain vague. Choisis tes emmerdes. L'emmerde de te coucher 1 heure plus tôt au lieu de regarder une série débile. L'emmerde de réduire drastiquement le sucre et les pâtes. Ou l'emmerde bien plus terrible de regarder tes souvenirs s'effacer un par un et de devenir un fardeau pour ceux que tu aimes. La prévention des maladies neurodégénératives commence aujourd'hui, pas quand tu commenceras à chercher tes mots. On a couvé la nutrition, l'exercice et la lutte contre les 3 grands tueurs. On pourrait croire qu'on a fait le tour. Mais Atia consacre la dernière partie de son livre à une dimension souvent négligée, mais qui, selon lui, est peut-être la plus importante de toutes, la santé émotionnelle. La vérité qui défonce, c'est que tu peux avoir le métabolisme d'un athlète olympique et les artères d'un nouveau-né. Si tu es misérable, anxieux et incapable de nouer des relations saines, à quoi bon? La longévité physique sans bien-être psychologique, c'est une prison dorée. C'est survivre, pas vivre. Et Atia parle d'expérience. Il avoue avec une franchise désarmante avoir passé une grande partie de sa vie à être un tyran obsessionnel du succès, incapable de profiter de ses réussites, constamment en quête du prochain objectif, au détriment de ses relations et de sa propre paix intérieure. Il raconte une anecdote poignante. Au sommet de sa carrière médicale, avec une pratique florissante, reconnue par ses pairs, il rentre chez lui un soir et se rend compte qu'il est profondément malheureux. Il est irritable avec sa femme, distant avec ses enfants. Il performe dans tous les domaines de sa vie, sauf dans ceux qui comptent vraiment. Il est un expert pour optimiser la biologie, mais un novice complet dans l'art de vivre. Il a passé des années à se construire une armure de succès et de discipline, mais cette armure l'a coupé de ses propres émotions et des autres.
Cette prise de conscience l'a poussé à entreprendre une thérapie intensive, un voyage intérieur aussi rigoureux et exigeant que ses recherches scientifiques. C'est peut-être la partie la plus courageuse et la plus vulnérable du livre. Le superdocteur admet qu'il était bousillé de l'intérieur. Le principe existentiel ici est que la santé émotionnelle n'est pas un luxe, c'est une compétence. Et comme toute compétence, elle se travaille. On a tendance à voir nos traits de caractère, nos schémas émotionnels comme des données immuables. Je suis comme ça, c'est tout. Je suis quelqu'un d'anxieux. J'ai mauvais caractère. C'est une connerie. C'est une excuse pour ne pas faire le boulot. Tes réactions émotionnelles sont le fruit d'années de conditionnement, de traumatismes non résolus, de mécanismes de défense que tu as mis en place pour survivre. Mais ces mécanismes, qui t'ont peut-être été utiles à un moment donné, sont souvent devenus des prisons. Le travail sur soi, c'est d'identifier ces schémas, de comprendre leur origine et d'apprendre activement à les remplacer par des réponses plus saines et plus adaptées. C'est un processus long, difficile et souvent douloureux. C'est beaucoup plus dur que de faire des soulevés de terre. Attia identifie plusieurs domaines clés sur lesquels travailler pour cultiver la santé émotionnelle. Ce n'est pas une liste de trucs et astuces pour être heureux. C'est un programme de rééducation émotionnelle. 1. Comprendre son propre câblage. Il parle de l'importance de la thérapie pour déterrer les expériences passées, souvent de l'enfance, qui ont façonné nos réactions d'adultes. Il explique comment des techniques comme la thérapie dialectique comportementale, TDC, peuvent nous apprendre à observer nos émotions sans être submergés par elles, à tolérer la détresse et à interagir plus efficacement avec les autres. 2. Cultiver des relations saines. La recherche, notamment la fameuse étude de Harvard sur le développement des adultes qui a suivi des hommes pendant 80 ans, est formelle. Le prédicteur le plus puissant du bonheur et de la longévité n'est ni le cholestérol, ni la richesse, mais la qualité des relations sociales. Être entouré, se sentir connecté, avoir des gens sur qui compter, c'est un besoin biologique fondamental. L'isolement social est aussi toxique pour la santé que de fumer 15 cigarettes par jour. 3. Développer la conscience de soi, mindfulness. C'est la capacité à être présent à sa propre expérience sans jugement. Ce n'est pas une pratique de relaxation New Age. C'est un entraînement mental pour arrêter de fonctionner en pilote automatique. La méditation, par exemple, n'est pas là pour vider son esprit, mais pour apprendre à observer le chaos de ses pensées sans s'y identifier. C'est créer un espace entre le stimulus et la réaction. Dans cet espace se trouve notre liberté. 4. Confronter sa propre mortalité. Le livre s'appelle Outlive, Survivre à, mais son message final est paradoxalement d'accepter notre propre fin. La quête effrénée de la longévité peut devenir une nouvelle forme d'anxiété, une peur constante de la mort. Le vrai but n'est pas de ne jamais mourir, mais de vivre si pleinement que la mort, quand elle viendra, ne sera pas un regret. Cela implique de faire le deuil de toutes les vies qu'on ne vivra pas, d'accepter ses limites et de se concentrer sur ce qui donne du sens à l'existence ici et maintenant. Sérieusement, tu penses que tu peux t'en sortir tout seul? Que tes problèmes émotionnels vont se régler par magie? J'ai essayé. Pendant des années, je pensais que je pouvais mentaliser mes problèmes, les résoudre par la logique pure. C'était de l'arrogance. C'est comme essayer de faire sa propre chirurgie à cœur ouvert. On a tous des angles morts, des mécanismes de défense si profondément ancrés qu'on ne les voit même plus. Demander de l'aide, aller en thérapie, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force. C'est reconnaître qu'on a besoin d'un miroir extérieur pour voir ce qu'on ne peut pas voir soi-même. Choisis tes emmerdes. L'emmerde de te plonger dans ton passé douloureux et de confronter tes propres démons avec l'aide d'un professionnel. Ou l'emmerde de continuer à reproduire les mêmes schémas destructeurs toute ta vie, en faisant souffrir toi-même et ton entourage. La santé physique est le véhicule. La santé émotionnelle, c'est le conducteur et la destination. Sans elle, tu peux avoir la plus belle voiture du monde, tu ne feras que tourner en rond dans un parking. En approchant de la fin du livre, Attia rassemble toutes les pièces du puzzle. On a exploré les stratégies et les tactiques pour déjouer les 4 cavaliers. On a parlé de nutrition, d'exercice, de sommeil et de santé émotionnelle. Mais
Comment tout cela s'articule-t-il dans la pratique? Comment passer de la théorie à une feuille de route concrète pour sa propre vie? La vérité qui défonce, c'est qu'il n'y a pas de recette magique, pas de programme taille unique. La médecine 3.0 est l'antithèse de cela. C'est une approche radicalement personnalisée qui exige de toi que tu deviennes le scientifique de ton propre corps, le N of 1, l'unique sujet de ta propre étude. Le but du livre n'est pas de te donner un plan d'action clé en main, mais de te donner les outils intellectuels pour construire le tien. J'ai passé des années à chercher le régime parfait ou le programme d'entraînement ultime. J'ai tout essayé. Paléo, céto, végétalien, crossfit, triathlon. Chaque fois, je plongeais à fond, convaincu d'avoir trouvé la solution. Et chaque fois, après quelques mois ou quelques années, je me heurtais à un mur. Soit parce que ce n'était pas tenable sur le long terme, soit parce que ça ne correspondait pas à mes besoins réels. Mon erreur était de chercher une réponse extérieure, une autorité qui me dirait quoi faire. J'étais un suiveur. Le changement s'est produit quand j'ai compris que la seule autorité valable, c'était moi-même, armé des bonnes données et des bons principes. J'ai arrêté de suivre des plans et j'ai commencé à mener des expériences. Que se passe-t-il si je supprime les produits laitiers pendant un mois? Comment mon sommeil est-il affecté si je m'entraîne le soir? Quel est l'impact de 15 minutes de méditation sur mon niveau de stress perçu? Je suis devenu un chercheur et mon corps était mon laboratoire. Le principe existentiel qui sous-tend cette approche est celui de la responsabilité radicale. Tu es le seul responsable de ta santé. Pas ton médecin, pas le gouvernement, pas l'industrie agroalimentaire. Toi. C'est terrifiant et libérateur à la fois. Terrifiant parce que tu ne peux plus te cacher derrière des excuses. Libérateur parce que ça te donne un pouvoir immense. Mais ce pouvoir ne s'exerce pas dans le vide. Il se base sur un cycle continu de mesures, d'intervention et de réévaluation. C'est la méthode scientifique appliquée à soi-même. Attia insiste sur l'importance de la collecte de données. Pas seulement les analyses de sang ultra poussées qu'il recommande, mais aussi les données du quotidien. La qualité de ton sommeil, suivie par un appareil comme une bague Oura ou une montre, ta fréquence cardiaque au repos, ta variabilité de la fréquence cardiaque, VFC, ton niveau d'activité, etc. Ces données ne sont pas là pour te rendre obsédé ou anxieux. Elles sont là pour objectiver ton état, pour remplacer les impressions subjectives. Je me sens fatigué, par des faits mesurables. Le livre se conclut en revenant sur le concept de décathlon du centenaire. C'est la boussole qui doit guider toutes tes actions. Chaque décision tactique, ce que tu manges, comment tu t'entraînes, doit être évaluée à l'aune de cet objectif final. Seras-tu capable de réaliser tes 10 épreuves à 80, 90 ou 100 ans? Cette vision à long terme est le meilleur antidote contre la gratification instantanée qui nous pousse si souvent à faire les mauvais choix. La nutrition n'est plus une question de plaisir ou de privation, mais de carburant pour la performance à long terme et de stratégie pour maintenir la flexibilité métabolique. L'exercice n'est plus une corvée pour perdre du poids, mais un entraînement spécifique pour construire la force, la stabilité et l'endurance nécessaires à ton décathlon personnel. Une séance de soulevé de terre devient une répétition pour pouvoir soulever tes petits-enfants. Une séance de zone 2 devient un investissement dans un cœur et un cerveau qui fonctionneront encore dans 50 ans. Le sommeil n'est plus une perte de temps, mais une session de maintenance et de réparation essentielle pour le corps et l'esprit. La santé émotionnelle n'est plus un concept flou, mais la condition sine qua non pour avoir l'envie et la capacité de profiter de cette longévité durement gagnée. Sérieusement, tu penses que tu peux appliquer ces principes à moitié? Juste piocher ce qui t'arrange. Genre faire un peu plus de sport, mais continuer à manger n'importe comment? C'est une illusion. Les différents piliers de la santé ne sont pas indépendants. Ils se renforcent ou s'affaiblissent mutuellement. Un mauvais sommeil va ruiner tes efforts nutritionnels en déréglant tes hormones de la faim. Le stress chronique va annuler les bénéfices de tes séances de sport en maintenant un niveau d'inflammation élevé. C'est un système. Tu ne peux pas optimiser une seule partie en ignorant les autres. C'est tout ou rien. Ou plutôt, c'est un effort constant et intégré sur tous les fronts. Choisis tes emmerdes. L'emmerde d'une vie structurée,
planifiée, où chaque choix est conscient et délibéré, ou l'emmerde d'une vie laissée au hasard, où tu subis les conséquences de tes négligences passées. La longévité n'est pas un sprint, c'est un ultramarathon. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Il y a juste le processus, le chemin. Et la seule façon d'avancer, c'est un pas après l'autre, chaque jour, en gardant les yeux fixés sur la personne que tu veux être à la fin du parcours. La conclusion du livre n'est pas un résumé des tactiques, mais un retour à la philosophie qui sous-tend toute la démarche. C'est la section principale thèse de l'auteur qui synthétise la vision du monde de la médecine 3.0. La vérité qui défonce, c'est que la quête de la longévité n'a de sens que si elle sert un but plus grand, une vie riche, pleine de sens et de connexion. L'objectif n'est pas de battre un record, de devenir immortel. C'est d'avoir le plus de temps possible, en pleine possession de ses moyens physiques et mentaux, pour faire ce qui compte vraiment pour nous. La longévité est un moyen, pas une fin en soi. Oublier cela, c'est tomber dans le piège de l'optimisation pour l'optimisation, une course sans âme qui peut finir par te dévorer. C'est ce qui est arrivé à Attia lui-même, avant qu'il ne réalise que la santé émotionnelle était la clé de voûte de tout l'édifice. Voici les principales thèses qui structurent l'ensemble de l'œuvre. 1. Le passage de la médecine 2.0 à la médecine 3.0 est une nécessité absolue. La médecine 2.0, notre système médical actuel, est une merveille pour traiter les maladies aiguës et les morts rapides. Mais elle est fondamentalement inadaptée à l'ère des morts lentes, les maladies chroniques qui nous rongent sur des décennies. Elle est réactive, standardisée et intervient bien trop tard lorsque la maladie est déjà installée. La médecine 3.0 est son opposé, préventive, personnalisée et obsessionnellement focalisée sur l'allongement de la durée de vie en bonne santé, health span, et non seulement de la durée de vie, lifespan. Elle traite le patient, pas seulement la maladie, et elle le fait des décennies avant que les symptômes n'apparaissent. 2. La prévention doit cibler les 4 cavaliers: maladies cardiovasculaires, cancer, maladies neurodégénératives et maladies métaboliques. Ces 4 groupes de maladies sont responsables de la grande majorité des décès et de la souffrance dans le monde développé. Elles ne sont pas des entités séparées, mais sont profondément interconnectées, partageant souvent les mêmes racines métaboliques, notamment la résistance à l'insuline. Une stratégie de prévention efficace ne peut pas se concentrer sur une seule d'entre elles, mais doit viser à affaiblir les fondations communes sur lesquelles elles reposent toutes. 3. L'objectif ultime n'est pas abstrait, être en bonne santé, mais concret et personnel, le décathlon du centenaire. Pour que la quête de la longévité ait un sens, elle doit être ancrée dans des objectifs de vie tangibles. Le concept de décathlon du centenaire force chacun à définir les 10 activités physiques les plus importantes qu'il souhaite être capable d'accomplir dans sa dernière décennie de vie. Cet objectif personnel devient la boussole qui guide toutes les décisions stratégiques et tactiques, transformant l'exercice et la nutrition d'une corvée en un entraînement ciblé pour une vie future choisie. 4. Les 2 leviers tactiques les plus puissants sont l'exercice et la restriction énergétique. Si l'on devait ne retenir que 2 interventions, ce serait celle-ci. L'exercice, en particulier un programme équilibré incluant force, stabilité et endurance aérobie et anaérobie, est de loin le médicament le plus efficace pour augmenter la durée et la qualité de vie. La restriction énergétique, que ce soit par la restriction calorique, la restriction de certains macronutriments, glucides, ou la restriction temporelle, jeûne, est le second levier le plus puissant, car elle active des voies de réparation cellulaire et combat la résistance à l'insuline, le dénominateur commun des 4 cavaliers. 5. La stratégie doit être basée sur des données précoces, agressives et personnalisées, et non sur les normes de la population générale. On ne peut pas gérer ce qu'on ne mesure pas. La médecine 3.0 repose sur une collecte de données beaucoup plus approfondie et précoce que la pratique standard. Il s'agit de suivre des marqueurs comme l'ApoB pour le risque cardiovasculaire, la sensibilité à l'insuline, les marqueurs d'inflammation et potentiellement les biopsies liquides pour le cancer. L'objectif n'est pas d'être dans la norme d'une population de plus en plus malade, mais d'atteindre des niveaux optimaux, souvent ceux d'un jeune adulte en pleine santé. 6.
La santé physique est indissociable de la santé émotionnelle. Toute la discipline et l'optimisation biologique du monde ne servent à rien si l'on est rongé par l'anxiété, la dépression ou l'incapacité à maintenir des relations saines. La santé émotionnelle n'est pas un bonus, mais une compétence fondamentale qui doit être cultivée avec la même rigueur que la santé physique, souvent à travers un travail thérapeutique pour dénouer les traumatismes et les schémas comportementaux destructeurs. La qualité des relations sociales est le prédicteur le plus robuste de la longévité et du bonheur. 7. Tu es le PDG de ta propre santé. Le principe ultime est celui de la responsabilité radicale. Ton médecin est un consultant expert, mais le stratège, le décideur final, c'est toi. Cela exige un changement de posture, de patient passif à agent proactif. Tu dois t'éduquer, poser des questions, collecter tes propres données et participer activement à l'élaboration de ta propre stratégie de santé à long terme. C'est exigeant, mais c'est le seul chemin vers une longévité choisie, pas subie. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie.